L'histoire politique de l'Allemagne, depuis le milieu du XIXe siècle, voire avant, qui a beaucoup donné de soi pour un tas de choses, c'est un très mauvais score. Et surtout, ils estiment, les sociodémocrates, que le monde est méchant avec eux, car finalement, qu'on les accepte ou pas, mais pratiquement toutes les grandes réformes qui ont été adoptées depuis une quinzaine d'années en Allemagne viennent du SPD. Donc le SPD a fait du travail. Et c'est Mme Merkel qui engrange les fruits, ou la CDU, notamment sur le plan économique. Et même durant le mandat qui vient de s'achever, le SMIC qui a été introduit en Allemagne, c'est une proposition social-démocrate. Le coup de pouce aux retraites des femmes célibataires qui n'ont pas suffisamment cotisé et qui se trouvent dans une situation très précaire. Ce coup de pouce des retraites, c'est insuffisant, mais sans le SPD, il n'y aurait même pas eu ce coup de pouce. Eh bien, c'est une proposition social-démocrate. Mais il y a évidemment des raisons structurelles qui expliquent le désenchantement des électeurs allemands par rapport à ce parti. Et c'est évidemment dû à l'héritage de Hartz IV, de l'agenda social de Gerhard Schröder, cet héritage que le SPD a du mal à assumer sur le plan politique, économique et surtout idéologique. Donc voilà, on voit ici le score. Ce parti qui, sous Brandt, a eu 40% quand même dans les années 70, sous Brandt et Schmitt, qui était quand même, avec la CDU, le plus grand parti. Il se trouve en 2009, après la première grande coalition, la première, je ne parle pas de celle des années 60, donc la première des années 2000, entre 2005 et 2009. Donc déjà là, ils perdent 10% par rapport à 2005. Entre 2009 et 2013, ils vont dans l'opposition. En 2013, ils gagnent presque 3% par rapport à 2009. Et ils reperdent ces 5 points en 2017. D'où cette envie de se refaire une santé dans l'opposition. On voit bien qu'une coalition avec Mme Merkel, ça a des côtés très sympathiques, parce que c'est une femme très rationnelle, plutôt centriste, pro-européenne, très intelligente, pas du tout arrogante, agréable de ce point de vue-là, mais on perd des plumes lorsqu'on est dans une coalition avec elle. C'est ça le problème. Voilà. Alors, on voit ici quelque chose qui est assez inquiétant à l'échelle allemande, et c'est l'érosion des partis, ce qu'on appelle en allemand les Volksparteien, les grands partis populaires, qui sont en fait, ça veut dire des grands partis de rassemblement. Donc, l'Union chrétienne-démocrate, CDU, CSU et le SPD ont réuni ensemble en 87 encore, donc il y a 30 ans, 81% des voix. Il se trouve aujourd'hui à 53%. Donc c'est ça l'érosion. Est-ce qu'on peut encore parler d'une grande coalition lorsqu'on est à 53%? Et est-ce qu'on peut qualifier les autres partis de petits partis alors qu'ils réunissent eux 47%? C'est ça. Qui explique aussi la décision de Martin Schulz de ne pas refaire une grande coalition avec la CDU, mais plutôt de renouveler, de rénover, de restructurer le SPD en vue d'une remontée dans les sondages et dans les élections pendant les années à venir. Parce que là, c'est évidemment aussi un phénomène européen. En Italie, il y a eu une révolution du système politique. En France, cette année aussi. En Angleterre, c'est différent, en Grande-Bretagne, mais là, vous avez un système majoritaire bipartite qui rend très difficile, même pour un troisième parti d'exister. Enfin, le Liberal Party existe bel et bien, mais il n'y a pas d'espace réel pour des petits partis. Mais avec le système proportionnel que nous avons en Allemagne, on risque de nous retrouver en Allemagne dans une situation à la hollandaise. Et la sauce hollandaise, vous savez ce que ça donne. On vote au printemps et au mois de septembre, on n'a toujours pas de gouvernement. C'est ça, les Pays-Bas sont toujours privés d'exécutif. Et surtout, ce sont des coalitions multipartites
Et voilà, et ça ne facilite pas les choses. Alors, les trois partis libéraux, les Verts et Die Linke, je vous l'ai dit, se maintiennent dans une fourchette pas finalement assez étroite, mais confortable. Le FDP a fait quand même des scores autour de 6-7% dans les années 90, ils étaient à 7,4% en 2002, 9,8% en 2005, en 2009 ils sont montés à 14,6% et je ne sais toujours pas pourquoi, pour retomber à 4,8% après avoir mené une coalition avec la CDU qui était catastrophique. Et donc les 10% qui recueillent aujourd'hui, c'est un très beau score pour ce parti. Ce qui explique aussi au niveau des rapports de force, la position de M. Lindner, qui si jamais rentre dans un gouvernement de coalition, peut revendiquer un ministère régalien. Et le départ de Schäuble du ministère des Finances offre au FDP finalement un choix de prendre, si ce n'est pas les affaires étrangères, celui des finances ou celui des affaires étrangères. Mais en tout cas, un grand ministère. Les Verts ne sont pas si mal dotés que ça, puisqu'ils ont connu des moments plus difficiles, qu'en 90, 5,1%, 7,3% en 94, ils retombent à 6,7% en 98, entrent dans une coalition avec le SPD en 98 sur la base de ces 6,7%. En 2002, Joschka Fischer qui sauve la coalition avec M. Fischer est à 8,6%, 8,1% en 2005, 8,4%. Donc écoutez, c'est le deuxième meilleur score depuis 1990. Donc ils peuvent se dire, ça va. Et d'ailleurs, ils étaient soulagés dimanche 24 dans le headquarter des Verts, d'abord on a vu c'était 9% qui s'étaient affichés, mais c'est un parti malgré tout qui piétine, parce que c'est un parti qui a un électorat extrêmement stable, mais qui vieillit, comme nous tous les 4 ans. Donc c'est un parti qui ne se renouvelle pas au niveau des générations, c'est vraiment ceux qui avaient, je dirais, 20 ans dans les années héroïques 68 ou entre 68 et 80, donc 20-25 ans au moment de la fondation des Verts, vote vert quoi qu'il arrive, et donc c'est extrêmement stable. Mais bon, les jeunes aussi, parmi les jeunes, il y en a qui votent vert, mais le gros des troupes, il est plus âgé que ça, et donc ça pose un peu la question de l'avenir de ce parti. Donc on se dispute un peu la jeunesse, et comme je vous ai dit, la jeunesse de gauche va maintenant vers Die Linke, et la jeunesse de droite dure va vers l'AfD. Ce qui veut dire que les jeunes votent quand même un tout petit peu dans les extrêmes, hélas. Die Linke, qui est un parti initialement est-allemand, presque régional, qui n'a été présenté au Bundestag en 90 et 94 que grâce à des députés qui avaient obtenu un mandat direct et non pas dans le cadre d'un groupe parlementaire puisqu'ils n'avaient pas dépassé le seuil de 5%. D'ailleurs, ni en 2002, c'était la même chose. Donc, bon, il y a un très bon score en 2009, mais aujourd'hui 9,2%, c'est bon. Donc les trois petits partis profitent évidemment de l'érosion des partis de rassemblement et du mécontentement relatif avec le SPD et la CDU. Et puis vous avez l'AfD qui a été créé en 2013, qui a fait en 2013 dès le départ 4,7%, ce qui est beaucoup, et qui se trouve donc aujourd'hui, c'est un pourcentage qui a légèrement baissé après, à 2,6%. C'est donc un score énorme, avec des différences régionales cependant à souligner, puisque c'est un parti qui a eu déjà un résultat très important en Saxe, 27%.
Il fait dans l'ensemble ce qu'on appelle les nouveaux Länder, donc l'ex-RDA, ça fait 27 ans qui ont été intégrés dans l'Allemagne de l'Ouest, donc est-ce qu'on peut encore parler de nouveaux Länder, mais bon, c'est leur dénomination. Donc ils font en moyenne entre 20 et 22% dans les nouveaux Länder de l'Allemagne de l'Est, et à peu près 10% dans les Länder de l'Ouest. Donc ça veut dire qu'ils sont quand même présents dans l'Allemagne de l'Ouest, proprement dit, y compris dans deux régions qui sont les plus prospères sur le plan économique, la Bavière et le Bade-Württemberg. C'est en particulier là qu'ils font un bon score par rapport à l'Allemagne de l'Ouest. Mais surtout, c'est un parti qui est donc très fort à l'Est, et en Saxe, il devient presque un parti de rassemblement, ce qui en dit long de la façon avec laquelle on pense la politique en Allemagne de l'Est, hélas. Mais je peux revenir sur tout ça après. Alors, Madame Merkel a toujours profité de scores de popularité importants. Il n'y a jamais eu une désaffectation pour elle, comme pour Sarkozy ou Hollande entre 2007 et 2017. Sauf peut-être pendant les 2 années où la crise migratoire avait battu son plein et où les Allemands avaient l'impression que Mme Merkel était en train de perdre un peu la main et que sa politique de Wir schaffen das, nous allons y arriver, sans réellement expliquer aux Allemands comment ils allaient y arriver, dépasser un tout petit peu le potentiel d'organisation d'aide et de financement de l'Allemagne. Mais on voit bien ici au niveau des électeurs, donc ce sont les électeurs du parti qui ont été interrogés, et puis les électeurs du SPD et de la CDU, ils sont que 51% à avoir un jugement favorable sur le travail, sur le bilan des 4 années précédentes. Donc c'est pas un vote d'adhésion, ça. La CDU s'en tire un peu mieux avec elle s'en tire avec 51%, mais pour la CSU c'est dramatique. Ils sont que 31% des électeurs de la CSU a estimé que la CSU a fait un bon travail durant les 4 dernières années. Et c'est essentiellement dû à la crise migratoire, où les électeurs de la CSU estiment que la branche bavaroise n'a pas été assez ferme pour éviter donc l'ouverture des frontières. Bon, la Bavière est un land structurellement très conservateur, très catholique, donc l'affrontement avec l'islam est peut-être aussi pour quelque chose. Et puis c'est le land qui a été en première ligne lorsque les réfugiés sont arrivés, puisqu'ils sont arrivés par la frontière entre l'Autriche et la Bavière. Donc ils ont vraiment vu le flux de 1 million de personnes, ce qui n'était pas le cas de la Hesse ou de Schleswig-Holstein, qui n'a qu'accueilli une partie seulement des réfugiés. Tous sont passés par la Bavière, à pied. Et donc ça a dû quand même choquer un peu les électeurs de la CSU. Et puis les électeurs du SPD portent aussi majoritairement un regard négatif sur le travail de leur parti. Donc en dépit du SMIC qui a été voté, je vous l'ai déjà dit, et donc le résultat en est la conséquence. Alors, qu'est-ce que les Allemands pensent de l'AfD? Bon, ils sont que 12% avant voter, ce qui veut dire que c'est comme le verre plein, moitié plein. D'ailleurs, le mien est à tiers. Plus grand chose si vous avez encore. Oui, je peux prendre celui-là? Ok. Oui. Merci. Donc, 87% des Allemands n'ont pas voté pour l'AfD, ce qui est peut-être la bonne nouvelle du jour. Mais 49% des Allemands, donc je traduis, estiment que l'AfD a mieux compris que les autres partis, que les gens ne se sentent plus en sécurité en Allemagne. 49%. 37% des Allemands estiment que c'est une bonne chose que l'AfD veut diminuer ou réduire l'influence de l'islam en Allemagne. 35% estiment que c'est une bonne chose que l'AfD veut peser sur une politique visant à limiter l'accueil des réfugiés en Allemagne. Donc ça dépasse de très loin les 12,7%.
mais ils sont 86% des Allemands, et donc les 86% qui n'ont pas voté pour l'AfD, qui estiment que l'AfD ne se distancie pas assez de positions d'extrême droite. Donc il y a le malaise. Donc d'un côté, on estime que l'AfD fait du bon travail en dénonçant certains méfaits, mais le parti est trop proche des milieux d'extrême droite et c'est évidemment très inquiétant. Alors, Merkel divise les Allemands, quand même, un tout petit peu, en deux camps. 55% des Allemands estiment qu'elle n'a pas suffisamment pris en considération les soucis des Allemands face à la politique migratoire. Donc ça revient en boucle. Et il faut savoir que cette élection a été décidée par la crise migratoire, et non pas par autre chose. Alors qu'elle est a priori derrière nous. Hein, l'arrivée des réfugiés en Allemagne, aujourd'hui, c'est en dessous de 200 000 personnes. Et de nouveau, l'Allemagne peut se cacher quelque part derrière les Italiens ou les Grecs, qui, eux, accueillent avec Dublin 2 l'essentiel des réfugiés, évidemment. Hein. Mais il y a malgré tout des conséquences un peu postérieures de la crise migratoire de 2015-2016. Par exemple, même si c'est dans la perception des gens et que ce n'est pas forcément vrai. Je vous donne un exemple. Il y a en Allemagne, comme partout d'ailleurs en Europe, c'est un phénomène global, un exode rural. Les gens vont vers les villes. Berlin avant tout, mais pas que Berlin. Toutes les grandes villes absorbent des populations à la recherche de travail, du bien-être, je ne sais pas, de tas de choses. Donc les campagnes se vident. En Allemagne de l'Est, le Brandenbourg, aujourd'hui, c'est un désert. Hein, c'est la Creuse, avec tout mon respect pour la Creuse sur d'autres points, évidemment, mais on parle toujours de la Creuse lorsqu'on dénonce le problème de répartition de population sur le territoire. Donc il y a aujourd'hui de vastes contrées, de vastes régions en Allemagne de l'Est où l'État n'est plus en mesure d'assurer un minimum de services publics. Enfin, minimum, qu'est-ce qu'on appelle un minimum? Je veux dire, ce à quoi les gens étaient habitués en termes de couverture médicale, en termes de couverture sociale, en termes de couverture d'éducation et tout ce qui va avec. Il n'y a plus les bus qui partent tous les jours, enfin des choses comme ça. Et du coup, les loyers des quartiers populaires, les loyers dans les quartiers populaires où on pouvait encore se loger à un prix raisonnable, ont flambé depuis maintenant quelques années. Or, il faut savoir que les Allemands, proportionnellement, sont beaucoup moins souvent propriétaires de leur logement que ce n'est le cas dans les pays du Sud, et comme en France ou en Italie, même en Espagne ou en Grèce. Il y a moins de propriétaires de leur logement, que ce soit un appartement ou une maison, petite maison, etc., en Allemagne qu'ailleurs. C'est parce que, beaucoup se disaient, tant que les loyers sont bas, pourquoi investir, etc., dans la pierre, hein. Et aujourd'hui, on voit que à Berlin, qui est un véritable aimant, il y a aussi pas mal de spéculation immobilière dans cette ville-là. Le temps est révolu où on pouvait avoir, je ne sais pas, pour 300 €, un 2 pièces, c'est terminé ça. Hein. Ça appartient au passé. Et donc, dans les quartiers populaires où il y a un habitat à loyer modéré, on partage maintenant l'espace habitable avec des réfugiés qu'on loge également dans ces mêmes espaces. Ce qui veut dire que, et c'est ce que dénonce M. Lafontaine de Die Linke, c'est que il y a un phénomène d'éviction finalement des classes moyennes populaires qui, face à l'arrivée massive de migrants, de réfugiés, d'immigrés, que sais-je, ont de plus en plus de difficultés de subvenir à leurs besoins, de subsister, de vivre normalement. On a le même phénomène en France où on parle de la France périphérique par ailleurs. Alors, 51% pensent aussi que 12 années de Merkel, que c'est assez. 3 mandats suffit, ce qui peut être vrai aussi, donc il y a malgré tout une certaine fatigue. Mais il y a aussi 50% des Allemands qui ont voté pour Angela Merkel,
parce qu'ils estiment que c'est une femme courageuse, parce que c'est une femme intelligente, parce qu'elle repousse sans cesse les limites. Pour une chrétienne démocrate, c'est ça le problème. Elle s'est ouverte au centre, donc elle a gagné de nouveaux électorats au centre, avec la sortie du nucléaire, avec sa politique migratoire, avec les selfies qu'elle a fait avec les immigrés qui ont quand même fait le tour du monde. Sous son règne, l'Allemagne est devenue un pays vraiment moderne, qui s'ouvre donc à la mixité. Les minorités homosexuelles en Allemagne aujourd'hui ont un statut qu'ils n'avaient pas auparavant. Et on a voté presque dans une action Nacht und Nebel, j'allais dire. Donc une action très rapide, le mariage pour tous, c'était juste avant l'été. Il y a la sortie, j'ai déjà dit la sortie du nucléaire. Donc il y a pas mal de choses qui ont été réalisées sous Merkel qui sont finalement très contraires à l'idéologie d'un chrétien démocrate conservateur traditionnel, et du coup lui se trouve un peu orphelin aujourd'hui et se tourne en partie aujourd'hui vers l'AfD qui veut incarner un conservatisme national, pour ne pas dire un national-conservatisme, hélas trop ouvert sur l'extrême droite, et qui défend des valeurs famille, travail, enfin c'est affreux ce que je raconte là, mais c'est un peu ça quoi. Hein? Voilà. Bon, le SPD, 2/3 des Allemands estiment que le SPD n'a pas su se profiler par rapport à la chancelière. On ne sait pas quelle est la politique du SPD à l'intérieur de la grande coalition. 2/3 des Allemands pensent ça. Ils estiment aussi que Martin Schulz, qui a bien commencé sa campagne, mais en réalité pas du tout, parce que lorsque on lui demande au tout début de l'année 2017 de prendre la présidence du SPD et d'être le candidat à la chancellerie, il n'était absolument pas préparé. Il n'a pas vu venir le truc. Hein. Et donc le temps de mettre en place une campagne, une équipe, etc., le temps était passé. On avait les élections régionales. Les élections régionales, c'était pas en sa faveur, et ça lui a cassé complètement sa propre campagne. Donc, 59% des Allemands estiment que Martin Schulz n'a pas été un candidat convaincant. Et ça s'est montré notamment lors d'un débat télévisé qui était une vraie catastrophe pour M. Schulz, parce qu'il n'a cessé de dire: vous avez raison, Madame Merkel, vous avez raison, Madame Merkel, je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc, à force de dire des choses gentilles, hein, parce que peut-être qu'il s'est dit que les Allemands n'aiment plus les aspérités, etc. Aujourd'hui, tout est consensuel. Il a peut-être pensé faire des points. Ben non, il n'a pas fait de points comme ça. Donc, ce fait que 59% des Allemands estiment qu'on ne sait pas pour quelle politique le SPD aujourd'hui est représentatif. Voilà, et ça c'est évidemment très mauvais. Alors là, vous avez l'AfD, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Qui vote AfD en Allemagne? Alors, ils sont 21% des ouvriers à voter AfD, alors que 11% d'entre eux seulement votent Die Linke. C'est énorme. 13% des employés, ce sont souvent des petits employés. 10% des fonctionnaires. 12% des freelance et libéraux. 11% des retraités, parmi les personnes âgées, plus de 70 ans, ils sont plutôt réticents à voter l'AfD. C'est un phénomène qu'on observe aussi en France par rapport au Front National. Et puis 22% des chômeurs, ce qui est beaucoup. Alors que ce parti, en dehors de sa politique anti-islamique, n'a pas du tout de programme économique convaincant au-delà. Hein. Alors, l'AfD profite de migration, oui, d'abord de la politique migratoire en tant que telle, mais ça ce sont d'autres migrations, ce sont des migrations des autres partis vers l'AfD. 1 million de chrétiens démocrates ont voté pour l'AfD. Ils sont 500 000 du SPD et 430 000 de Die Linke à avoir fait la croix du côté de l'AfD. Donc ça veut dire que grosso modo, c'est presque la même proportion droite-gauche en faveur de l'AfD. Les Verts sont relativement résistants, le FDP aussi.
Les abstentionnistes, 1 300 000. Et puis 740 000 personnes qui autrefois votaient pour des groupuscules, souvent des groupuscules d'extrême droite comme le NPD, die Freiheit, etc., die Republikaner, DVU, parce qu'il y avait plusieurs tout petits partis d'extrême droite. Et donc aujourd'hui, cette AfD agrège en quelque sorte, ou concentre sur elle les votes utiles des personnes qui auparavant avaient voté pour des groupuscules d'extrême droite. Mais le chiffre le plus important est celui des abstentionnistes. Les abstentionnistes viennent souvent aussi, évidemment, de milieux très défavorisés. Ce sont des gens qui, du fait de leur position, de leur situation personnelle, n'ont plus voulu participer au jeu électoral, donc ils sont un peu déconnectés de la vie politique, et ils ont retrouvé le chemin des locaux de vote pour participer à cette élection, ce qui est en soi plutôt une bonne chose, sauf qu'ils n'ont pas mis la croix là où il fallait. Mais ça veut dire que, par exemple, le taux de participation, il était d'environ 72% en 2013, il est monté à 76% en 2017 aussi. Donc c'est un très bon score au niveau de la participation. La participation n'est pas obligatoire comme en Belgique ou en Italie, donc c'est vraiment librement consenti. Et cet accroissement s'explique évidemment en grande partie par ce retour dans la vie politique en tant que citoyen électeurs des anciens abstentionnistes. Voilà, quelques mots sur Lindner, qui est la figure de proue maintenant du Parti libéral. Il a 39 ans. Je pense qu'un peu comme Macron, non? Oui. Voilà, même génération, même côté punchy, donc on le compare de ce point de vue-là maintenant à Macron, à Trudeau, à Renzi, tous des hommes, tous très jeunes, tous minces et tous beaux, sportifs. Voilà, donc alors, ils sont 70% estimés parmi les libéraux que sans Christian Lindner, le FDP n'aurait eu aucune chance de retrouver le score qui fut le sien dimanche dernier. Et s'il y avait 42% estiment aussi que s'il n'y avait pas Christian Lindner, ils n'auraient pas voté pour le FDP. Donc c'est quand même un homme incontournable dans ce parti. Il est actuellement président du FDP, et il sera également chef du groupe parlementaire, et peut-être aussi ministre. Ça, on verra dans les semaines qui viennent. Ça, on ne sait pas encore. Et là, on trouve aussi les migrations. Donc, 1 330 000 électeurs de l'Union chrétienne-démocrate ont voté pour le FDP. Mais peut-être aussi, c'est des électeurs qui étaient autrefois chez les libéraux, qui sont passés à la CDU en 2013 et qui sont revenus au FDP. C'est tout à fait possible. Hein. Parce que c'est un électorat très libéral, conservateur, qui peut aussi bien voter CDU que FDP. Et maintenant, ils ont été convaincus qu'avec Lindner, ça ira mieux, donc ils sont revenus. Assez curieusement, 500 000 électeurs de gauche, 430 000 du SPD et 70 000 ont mis leur croix du côté du FDP. Je ne sais pas s'ils se sont trompés, enfin c'est quand même assez curieux. Voilà, le FDP a perdu 50 000 votants pour l'AfD. Et puis aussi des abstentionnistes sont revenus, peut-être c'était des électeurs du FDP qui étaient des électeurs traditionnels du FDP, qui en 2013 étaient mécontents du bilan de ce parti, et qui ont dit en 2013, je ne peux voter que FDP, mais cette fois-ci j'ai pas envie, et donc je reste chez moi. C'est possible. Hein. C'est tout à fait possible. Voilà. Alors, les Allemands, qu'est-ce qu'ils auraient préféré avant les élections comme coalition gouvernementale? Ils étaient 60% à privilégier une coalition entre chrétiens-démocrates et verts. C'est une constellation que nous avons dans le Baden-Württemberg, mais à l'envers. Dans le Baden-Württemberg, ce sont les verts qui sont majoritaires,
mais on dit souvent que le ministre-président du Bade-Württemberg est en réalité un écolo conservateur ou un chrétien démocrate conservateur. Enfin, il est en effet très à droite à l'intérieur de ce parti. Donc voilà. Donc première préférence c'était ça, mais évidemment les chrétiens démocrates et les Verts ensemble n'ont pas de majorité parce qu'ils ne réunissent sur eux que 42% des voix. Donc c'est pas possible. Alors, une coalition rouge-verte, favorisée par des électeurs de gauche, qui est une constellation qui était majoritaire au Parlement entre 2013 et 2017. Angela Merkel aurait pu être renversée à tout moment. Hein, mais elle ne l'a pas été puisque le courant passe difficilement entre le SPD et Die Linke pour deux raisons essentielles. La première raison, c'est la politique internationale. Die Linke est résolument pacifiste et donc opposé à tout envoi de la Bundeswehr dans les opérations extérieures, même les opérations les plus gentilles de type casque bleu, sans armement, distribuant des vivres et des médicaments, etc. Ça, le Die Linke n'en veut pas. Et puis, ils sont très pro-russes. Bon, nous avons aussi des sociodémocrates qui sont très pro-russes. Certains font carrière après avoir été chancelier, on le sait. Mais dans l'ensemble, la politique social-démocrate, quand même, sous Merkel, entre 2013 et 2017, a quand même pas seulement accepté, mais soutenu activement les sanctions contre Poutine, la critique à l'égard de l'annexion de la Crimée, les critiques à l'égard de la politique un peu intimidante que la Russie mène face aux pays baltes, et j'en passe. Hein. Et Die Linke, elle, c'est un peu comme le Front National ici, et Poutine-lâtre. Que voulez-vous? Alors, troisième constellation que les Allemands auraient privilégiée, c'est ce qu'on appelle une coalition de feu, comme le feu, vous savez, le feu au carrefour, une Ampelkoalition entre les rouges, le SPD, les jaunes du FDP et les verts. C'est pour ça qu'on parle du feu, les trois couleurs. Mais pour ça, il faut avoir la majorité et ils ne l'ont pas ensemble. Ils ne sont que 38% en Allemagne, avant les élections, à favoriser la quatrième constellation théoriquement possible, en dehors de la grande coalition. Donc la dite coalition jamaïcaine, puisque, je pense que vous le savez tous, hein, ce sont les couleurs de la Jamaïque. Donc noir, vert et jaune, et cette constellation qui sera probablement celle qui verra le jour d'ici quelques mois. Voilà. Die Linke divise aussi quand même un tout petit peu les Allemands. Ils sont 53% à dire que c'est le parti qui s'engage le plus pour ceux qui sont pour les faibles du point de vue social, pour les populations donc défavorisées. 81% des Allemands estiment aussi que le parti nennt die Dinge beim Namen, ça veut dire que Die Linke a un franc-parler et appelle un chat, mais qu'ils sont incapables de résoudre des problèmes. Et il faut quand même savoir résoudre des problèmes. Donc les dénoncer, c'est bien, mais il faut avoir aussi la potion magique pour surmonter les problèmes. Deux tiers des Allemands estiment aussi que les conceptions de Die Linke manquent totalement de réalisme et on ne peut pas les financer. Et ça en dit long sur les perspectives à long terme du SPD d'envisager éventuellement une coalition un jour avec Die Linke. Hein. Donc avec un parti dont les positions sont irréalistes et impossibles à financer, ça pose évidemment problème. Et c'est la raison pour laquelle 55% des Allemands estiment que ce parti est trop radical pour pouvoir co-diriger un gouvernement à l'échelle du Bund, donc à l'échelle fédérale. Voilà. Donc ça explique vraiment, pour moi, ça traduit toute la difficulté du SPD de se positionner plus à gauche en vue un jour
d'un arrangement avec Die Linke pour pouvoir gouverner. Cependant, c'est malgré tout un peu injuste parce que, enfin, juste ou pas, il y a eu quelques coalitions entre sociodémocrates et Die Linke, mais c'était à chaque fois à l'échelle régionale, et c'était à chaque fois en Allemagne de l'Est. Et ça s'est à chaque fois bien passé, et les gens de Die Linke ont fait du bon travail. En arrivant à l'échelle régionale quand même, de concilier souci social ou préoccupation sociale avec réalisme budgétaire. Hein. Bon, seulement les Allemands dans leur ensemble ne conçoivent pas les choses ainsi. Ce sont des expériences qu'on a faites dans le Brandenbourg, actuellement à Berlin, en Thuringe aussi. À Thuringe, il y a même un ministre-président qui provient de Die Linke. Mais le problème, c'est que à l'échelle nationale, nous avons une figure de proue, enfin, c'est leader, c'est Madame Wagenknecht, et elle est un peu la Cassandre, enfin, je veux dire, elle est la grande prêtresse de Die Linke sur le plan idéologique, et sa principale cible, c'est le SPD. Dans ses attaques, dans ses dénonciations, elle critique quasiment jamais la CDU, elle ne critique que le SPD, et elle fait avec fugue. Je dirais, c'est une femme qui parle, qui a un charisme, c'est une femme qui a une quarantaine d'années, et pour l'anecdote, elle est mariée à Oscar Lafontaine, que nous vous dit quelque chose évidemment, qui est devenu son véritable coach, en quelque sorte, qui prépare les interviews, qui l'accompagne au meeting, qui est devant elle, derrière elle, à côté d'elle, et qui a toujours hat eine Rechnung offen, c'est ce qu'on dit en allemand, c'est-à-dire il a toujours une revanche à prendre sur le SPD qu'il a quitté dans un conflit réel en 1999 avec Gerhard Schröder, et depuis cette date, vous savez, c'est long parfois les conflits, ça fait presque 20 ans, et pourtant, voilà, c'est pas possible de colmater ça. Bon. Alors, 56% des électeurs de la CDU auraient aimé continuer aussi dans une grande coalition. Ils n'étaient finalement pas si mécontents que ça. Et en ce qui concerne la coalition jamaïcaine, je vous l'ai dit tout à l'heure qu'il n'y a que 38% des Allemands qui pensent que c'est une bonne chose, mais au niveau des électeurs des chrétiens-démocrates, c'est encore moins bon. Ils n'ont que 31% du côté chrétien-démocrate à estimer qu'une coalition jamaïcaine peut tenir la route. Donc les électeurs, les 33%, il n'y en a pas beaucoup quand même, les 33% qui sont restés fidèles à Angela Merkel, vont sans doute déchanter. Je pense que j'ai terminé. On me dit que je suis trop lent. Non, donc 5 minutes. De toute façon, j'avais... 5 minutes. Oui, mais j'ajouterai encore quand même quelque chose sur les coalitions à venir. Alors, avant les élections, le résultat du 24 donne uniquement deux possibilités, deux options. La première, c'est la poursuite de la grande coalition, et le SPD n'en veut pas. Il pourrait théoriquement revenir sur sa position, voilà. Mais je ne vois pas Martin Schulz, qui est dans une position délicate, qui pour l'instant se maintient à la tête du parti, qui a décidé de ne pas démissionner de la présidence du SPD, et qui a pris la décision, lui, d'engager maintenant le SPD dans la coalition. Je ne vois pas Martin Schulz revenir sur sa décision. Dans ce cas-là, il faudrait quelqu'un d'autre à sa place. Ce qui veut dire qu'il faut passer vraiment par un psychodrame à l'intérieur du SPD, parce qu'autrement, je veux dire, il n'aurait plus aucune autorité, le bonhomme. Je veux dire, après ses déclarations tonitruantes à la télévision le soir du 24 septembre, je veux dire, qu'est-ce qui expliquerait qu'il changerait d'avis? La deuxième constellation, qu'on disait hautement improbable il y a encore quelques jours, c'est cette fameuse coalition jamaïcaine. Alors, à titre personnel, je n'exclus pas qu'elle verra le jour.
hein. Elle va être très difficile à mettre en musique, car les différences entre... En fait, nous avons... C'est une coalition à 3, mais en réalité à 4, parce que la CDU-CSU partagent certes le même groupe parlementaire au Bundestag, mais ce sont devenus de facto 2 partis. Un concentré sur la Bavière et l'autre sur le reste du pays. La CDU ne se présente pas en Bavière et la CSU ne se présente pas en dehors de la Bavière. Mais sur le plan idéologique, c'est vraiment 2 partis. Et donc nous aurons une coalition à 4. Que tout oppose. Hein. Tout oppose, enfin, ils sont à l'intérieur du cadre républicain quand même, il faut le souligner. Hein. Mais sur les questions européennes et sur les questions sociales, économiques et sociales, les Verts veulent aller beaucoup plus loin que les 3 autres, notamment sur les questions de la relance de l'Europe par le biais de la zone monétaire avec des institutions politiques renforcées. Je parle vraiment très vite maintenant. Les Verts sont pour, le FDP et la CSU sont contre. Sur la politique migratoire, les Verts n'ont jamais renié la politique migratoire d'Angela Merkel. Ils sont suffisamment réalistes pour ne pas vouloir ouvrir grand les portes du pays, mais ils sont pour une politique d'intégration active qui pourrait évidemment aussi avoir pour effet un appel d'air, hein, parce que si les partis en Allemagne permettent à un immigré, à un réfugié de s'intégrer vite, alors pourquoi ne pas d'autres avoir la même idée? Parce que là on va en Allemagne, parce que là-bas ça se passe bien. Hein. Or la CSU et le FDP, mais la CSU surtout ne veut plus autant de réfugiés, et ils plaident pour un quota annuel, un seuil à ne pas dépasser, qui serait un quota de 200 000 réfugiés. C'est un quota qui, proportionnellement, est à peu près le même que celui de l'Autriche. L'Autriche a pris 30 000, et vu les différentes populations, donc c'est grosso modo la même chose. Mais Angela Merkel ne veut pas en entendre parler, donc là, ça peut être un des points d'achoppement. Hein. Sur les questions climatiques, les Verts veulent aller beaucoup plus loin. Ils veulent fermer les centrales de charbon les plus polluantes, les 20 centrales les plus polluantes, et fermeture immédiate. La CSU est contre parce que ça fait perdre des emplois, et le FDP est entre les deux. Ils veulent aussi un changement climatique, mais ne veulent pas de fermeture, mais plutôt je dirais une désaffectation lente par le biais de l'introduction d'une taxe carbone pour les centrales les plus polluantes, pour qu'elles perdent en compétitivité et du coup seront amenées à fermer. Ce qui revient donc grosso modo un peu au même. Sur les questions également environnementales, les Verts se sont engagés dans leur campagne électorale pour une sortie du diesel et même des moteurs à essence d'ici 2030, et pour un pays qui, comme l'Allemagne, dépend lourdement de son industrie automobile, en particulier la Bavière avec BMW et le Baden-Württemberg avec Mercedes, et la Basse-Saxe avec Volkswagen, qui sont les 3 grands, c'est évidemment une position très difficile à accepter. On verra si les Verts vont mettre un peu d'eau dans leur vin de ce point de vue-là. Je pense quand même, je termine tout doucement, que cette coalition jamaïcaine a des chances de voir le jour. Pourquoi ? Personne n'a intérêt à voir en Allemagne le SPD passer en dessous de 20% et de perdre encore 5%, et voilà. Hein. Ça, c'est un premier aspect. Il faut que le SPD retrouve une seconde jeunesse, et en tout cas une meilleure santé. Ensuite, si le SPD ne veut pas entrer dans un gouvernement de coalition et que la coalition jamaïcaine échoue, alors on aura des élections anticipées. Parce qu'un gouvernement minoritaire en Allemagne, ce n'est pas possible. Il faut une majorité pour élire Angela Merkel. Angela Merkel n'a pas été élue le 24 septembre. C'est le parti qui a eu un score et qui va donc proposer Angela Merkel, ou c'est le président qui va plutôt proposer le nom d'Angela Merkel pour un vote au Bundestag. Et s'il n'y a pas de contrat de coalition, s'il n'y a pas de coalition, il n'y aura pas de majorité pour elle.
Et dans ce cas-là, ce qui va se passer, c'est que le président, si Mme Merkel n'obtient pas de majorité pour elle, il va nommer quelqu'un d'autre qui va être sans doute aussi rejeté par les partis, faute de majorité. Et dans ce cas-là, le président n'aura pas d'autre possibilité que de dissoudre le Bundestag. Or, ce qui va se passer dans ce cas-là, c'est que l'AfD, qui dénonce déjà depuis des mois et des mois, enfin depuis 2013 en réalité, les dites Altparteien, donc ce système des vieux, enfin, ce qui est au Front National à bande des quatre, est à l'AfD des Altparteien, hein, qui cumulent pouvoir, poste et qui s'entendent entre eux sur le dos du peuple. Hein. Le AfD va tirer profit, évidemment, d'une incapacité des 5 partis qui réunissent quand même 82% des voix ensemble et de s'entendre pour former un gouvernement. Dans ce cas-là, on aura l'AfD à je ne sais pas combien de pourcents, donc le risque est grand. Non seulement de perdre du temps, mais donc de faire de l'AfD un parti plus fort encore. Et ceci dans un contexte quand même d'instabilité internationale. Je veux dire, Trump est toujours là, le Brexit est en route, et vous connaissez tous les autres foyers de guerre qui nous menacent. Est-ce que c'est une bonne chose d'avoir au cœur de l'Europe une Allemagne, 80 millions d'habitants, sans gouvernement? On peut dire les Belges, ils sont arrivés, mais c'est la Belgique, c'est pas pareil. Et puis la Belgique a été gouvernée à l'échelle de ces grandes régions, la Flandre et le Pays Wallon, la Wallonie, deux régions qui ont plus de pouvoir que les Länder allemands. Et puis dernièrement aussi, je veux dire, on a attendu 1 an pour savoir en France. On n'a rien fait pendant 1 an à l'échelle européenne parce qu'il fallait attendre que les Français votent. Les Français ont voté. Mais du coup, il fallait attendre que les Allemands votent. Donc entre mai et septembre. Maintenant, il faut attendre qu'ils forment un gouvernement. Donc on va attendre encore 4 mois. Et si après, patata, il n'y a plus rien, dans ce cas-là, on continue à attendre. Donc jusqu'à quand peut-on attendre? Et donc je pense que vraiment la pression est forte sur ces 4 partis pour s'entendre. C'est une question de raison d'État qu'il faut respecter. Et peut-être aussi que les Allemands, finalement, et je termine, vont développer une espèce d'engouement pour cette coalition bizarroïde dite jamaïcaine, où la sauce non pas hollandaise mais allemande de consensus mou va exploser en éclats, et où on va s'engueuler et on va dénoncer les lignes rouges des uns et les côtés insupportables des autres. Donc il faut en Allemagne un débat, une culture de débat. Elle a fait défaut, elle a trop fait défaut. On était trop dans le gentil, dans le non-dit, dans le compromis. Et le résultat de cela, c'est que les Allemands se sont ennuyés. C'est jamais bon quand les gens s'ennuient, parce que ça donne 12,6% à l'AfD. Voilà. Et donc de ce point de vue-là, je me réjouis d'une négociation à venir, où on va vraiment mettre en évidence ce qui nous sépare au niveau des différents partis politiques, pour, in fine, arriver peut-être à un contrat que les gens respectent, pour gouverner ensemble pendant 3 années et demie, jusqu'aux élections de septembre 2021. Voilà, merci. Merci. Merci beaucoup pour cet exposé tout à fait intéressant et stimulant. Un peu inquiétant aussi, je dois dire quand même, parce que... Donc moi, maintenant, il faut passer la parole à la salle. Bernard, je te laisse... Bon, allez-y. Le maître du jeu. Je me fais le maître du jeu, mais je vous propose de poser des questions. Oui, c'est ça. Tout de suite, si vous voulez bien. Allez, Jean-Michel. Très courte. Quelques mois avant les élections, on laissait entendre que le SPD pouvait gagner ces élections. Au mois